Rebonjour à toutes et à tous, le rythme s'accélère. Nous sommes donc toujours à l'abbaye de Fontevraud, toujours sur En ligne pour ta planète, toujours dans le cadre de la Global Conférence et nous sommes ravis d'accueillir Philippe Green. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes fondateur d'Ecofrugal, rien que le nom c'est tout un programme, donc on va... Project. Project. Ok, mais justement, nos internautes sont mieux informés que moi et plus précis que moi, puisque la première question qu'on vous pose, c'est Nina, comment fonctionne votre plateforme Ecofrugal Project ? Ecofrugal Project, le principe est très simple. C'est parti d'un constat personnel. Quand en 2008, j'ai commencé à vouloir réduire concrètement mon impact environnemental ou empreinte écologique, je me suis aperçu que je faisais des économies. Et là, je me suis dit, c'est un cercle vertueux. Plus je réduis mon impact, plus je fais des économies. Et donc, je me suis mis à recenser pendant 3 ans toutes ces solutions économiques et écologiques, une bonne partie, les cartographier. Et donc, l'Ecofrugal Project, c'est quoi ? C'est diffuser ces solutions écologiques et économiques auprès du grand public pour donner envie de passer à l'action, passer des bonnes intentions. Les bonnes intentions, on les a, mais passer à l'action. Donc, ce sont des feuilles de route dans tous les domaines, transport, alimentation, loisirs, qui expliquent comment concrètement vous pouvez réduire votre impact environnemental, faire des économies, gagner en qualité de vie. Et donc, la plateforme Internet, sur la plateforme Internet, vous trouvez le guide Ecofrugal, la version papier, la voici. Et vous trouvez ce guide en version numérique. Donc c'est le même contenu, avec un avantage. Déjà, en termes de frugalité, c'est mieux de prendre la version numérique. Déjà. Ça permet aussi de même que les livres papier ne peuvent pas se reproduire comme des petits pains. Un fichier PDF, il peut se reproduire comme des petits pains. Et surtout, en fait, il y a une interactivité, puisqu'en fait, le principe du livre, c'est qu'à chaque fois, je vais prendre un exemple. Vous avez un sujet, la consommation, là, c'est réduire. Vous avez l'économie type que vous pouvez faire. D'accord. Vous avez ensuite la marche à suivre avec un ton ludique et compréhensible. Vous avez à chaque fois un témoignage pour montrer que c'est une réalité, c'est pas un vœu pieux, une étude de cas et un éco-calculateur. Et cet éco-calculateur est relié au site internet et ça va vous permettre de savoir combien vous faites d'économies par catégorie budgétaire dans le transport, dans l'alimentation. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre semaine après semaine vos économies, un peu comme quelqu'un qui fait un régime. C'est un véritable guide. C'est un véritable guide. Quotidien. Et donc la plateforme Internet permet de le télécharger gratuitement, aussi grâce à ce petit flashcode, ou en allant sur le site Internet. Et là, vous recevez un lien qui permet de télécharger le e-book, voilà, et en format non verrouillé, donc il peut se lire sur n'importe quel support. Très bien. Voilà, là c'est concret, vous avez bien répondu à la question, on comprend mieux et on voit de quoi il s'agit. On voit que vous n'êtes pas une espèce de luberlu qui propose des choses irréalisables, c'est au contraire extrêmement pragmatique et précis. Voilà, avec les pieds sur terre, un peu dans les étoiles, parce que l'ambition c'est aussi de changer le cours des choses. Oui, bien sûr. On essaye. Ouais. Alors Philippine vous demande, votre but c'est de réduire votre consommation ou de réduire le gâchis ? C'est une bonne question ça. C'est d'abord de réduire le gâchis. Réduire la consommation, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, je vais être provocateur vis-à-vis de nos spectateurs, mais les diatribes contre la société de consommation, moi j'ai 39 ans, je les entends depuis que je suis tout petit, le discours n'a pas changé. Ça veut dire probablement que dans cette direction, on se trompe. Critiquer la société de consommation, voilà, ça ne permet pas d'avancer. Par contre, critiquer le gâchis, ça, c'est louable. Et donc, le gâchis, c'est quoi ? C'est la surexploitation des ressources et son corollaire de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, ce genre de choses. Donc, c'est avant tout la réduction de l'impact environnemental. Et la réduction de l'impact environnemental, c'est déjà mettre fin au gâchis actuel. Tout à fait. Une double question. D'abord, Samira, 42, je voudrais bien comprendre comment vous conciliez environnement et argent, car être écolo a forcément un prix, puisque le bio est plus cher, par exemple, tout comme une voiture qui consomme peu, etc., etc. Et Martinez nous demande, votre discours est parfaitement recevable, ça fait plaisir, mais bien isoler son appartement citadin par exemple, ça a d'abord un coût, ça revient même très cher pour une maison. Au bout de combien de temps on fait de réelles économies d'énergie avec une bonne isolation, court, moyen, long terme? Donc grosso modo, c'est le même thème, quoi. Ça coûte très cher d'être économe. Alors, téléchargez le livre et vous verrez concrètement, preuve à l'appui, que c'est faux. Bon, mais je vais quand même donner quelques exemples. À propos de la rénovation énergétique,
c'est probablement le sujet où il y a le plus d'investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est dépenser aujourd'hui pour gagner demain. C'est le principe même d'investissement. Et pour répondre à l'internaute, c'est vrai que l'isolation, ça peut être un sujet un peu ingrat parce que le retour sur investissement, il se fait des fois au bout de 10 ans. Et 10 ans, c'est beaucoup pour beaucoup de gens. Sauf qu'il faut savoir que au bout de ces 10 ans, la valeur vénale de votre maison s'accroît. Et puis aussi, c'est un confort que vous allez avoir. Et donc, le retour sur investissement se fait sur 10 ans, mais il y a un retour sur investissement. Il est réel. Donc, il faut juste intégrer deux choses. D'un côté, le coût d'acquisition et le coût d'exploitation. Il faut raisonner au global. Par rapport à l'alimentation bio, ça, c'est une remarque que j'ai très souvent. Prenez la pomme bio, la pomme non bio. Généralement, la pomme bio coûte plus cher. Sauf que c'est comme en réalité, comparer des poires et des carottes, c'est pas la même chose. Il faut raisonner, si vous voulez raisonner sur vos dépenses, il faut raisonner au niveau du poste budgétaire alimentation. C'est ce que permet le livre, en raisonant par différentes catégories. Et quand vous raisonnez, comment s'appelle notre internaute qui pose la question? Alors, il y avait Martinez et... Je vais vous dire ça tout de suite. Et Samira. Samira. Alors Samira, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle raisonne au niveau de son budget alimentation. Qu'elle regarde combien elle dépense actuellement et demain combien elle dépensera en réduisant son impact. Et quand bien même elle se met à acheter du bio, donc elle paye un peu plus cher, si elle réduit son gaspillage alimentaire, 800 € par an pour une famille de 4 personnes, quand elle consomme moins de viande, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Quand elle achète en vrac, jusqu'à 30% d'économie, quand elle achète local et de saison, quand elle achète en circuit court, Samira, je suis prêt à parier que son budget alimentaire, il aura baissé, quand bien même elle paiera plus cher pour le bio. Et ça, en fait, pour le voir, il faut avoir une notion, avoir une vision comptable des choses, en fait. C'est ce que permet l'éco-calculateur. D'accord. On y reviendra sur la vision comptable. Question de Milka. Est-ce que la crise n'est pas finalement le plus grand vecteur de l'éco-frugalité? Quand on a du mal à boucler ses fins de mois, on n'achète que le strict nécessaire et on veille à ne pas gaspiller. C'était une parenthèse. Est-ce qu'elle n'aura donc pas au moins l'avantage de contribuer à rééduquer la mentalité des consommateurs? Vive la crise. Alors s'il faut voir des bienfaits à la transition ou à la mutation, parce que le mot crise, encore une fois, moi je l'entends depuis, j'ai 39 ans, je l'entends depuis 74. Ouais, enfin depuis 2008, on peut dire qu'il y a quand même une crise qui est cette fois plus solide, plus sérieuse quand même. Mutation, transition, peut-être c'est déjà une logique plus... Ouais, mais là c'est franchement une crise. Autant avant on pouvait dire mutation, là depuis 2008-2009, on en prend plein la gueule quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais, et donc, oui, certainement, la contrainte économique joue, puisque l'éco-frugalité, c'est prendre en compte le paramètre écologique, mais le paramètre économique. La contrainte économique joue. Et effectivement, il y a énormément de gens, du coup, qui redécouvrent des pratiques, parce que les solutions dans le guide éco-frugal, il y a des solutions modernes, type autopartage, covoiturage, mais covoiturage, des fois, c'est ni plus ni moins que l'autostop réinventé, relooké. Et de même que les tramways, aujourd'hui, tout le monde se gosse d'avoir des tramways dans sa ville. Dans les années 30, il y en avait partout en France. C'est même incroyable. C'est même incroyable qu'ils aient disparu. On les a fait disparaître et on les fait réapparaître. Voilà. Donc, c'est l'occasion, peut-être, la crise, dans ce cas-là, pour utiliser votre mot, de faire un peu le bilan. L'inventaire du progrès passif-actif, et on s'aperçoit, on redécouvre certaines pratiques qu'on a oubliées entre-temps, parce qu'on avait peut-être on vivait tellement dans le confort qu'on n'y songeait pas. Donc effectivement, ça peut être une motivation importante. Et puis après, on peut objecter la chose suivante, c'est-à-dire que les gens fassent ça pour l'argent. Mais ce qui compte, je vais être pour le coup un peu cynique, mais on n'est pas là pour sonder les âmes. On est là pour regarder concrètement ce qui se passe en termes de réduction d'impact. Si les gens réduisent leur impact, même pour des questions exclusivement financières, pourquoi pas? Sachant qu'en même temps, ils découvrent des nouvelles pratiques et chemin faisant, ils vont aussi découvrir les bien-être, des bienfaits en termes de qualité de vie, de bien-être. Alors, question de lien. La frugalité a une connotation de frustration. Comment faire passer votre message avec un discours essentiellement axé sur une limitation de la consommation à l'heure de la société de la grande consommation? N'êtes-vous pas inaudible? Est-ce qu'on est vraiment toujours dans une société de grande consommation? Je ne sais pas. La société de consommation, encore une fois, le mot hyperconsommation, on en revient, ça c'est clair. On restera dans la société de consommation tant qu'on achètera pour satisfaire nos besoins des produits ou des services dans le cadre d'une économie de marché. On est dans la société de consommation, on n'en sort pas. Le seul vraiment alternative à la société de consommation, c'est la gratuité. Mais la gratuité réelle, elle est très rare.
En réalité, quand des choses sont gratuites, les coûts sont supportés par d'autres. Mais effectivement, si demain on laisse plus de place au champ du gratuit, la société de consommation va se rétracter un petit peu, mais elle ne va pas changer fondamentalement. Donc ça, c'est un aspect... c'est un aspect important. Excusez-moi, j'ai oublié l'autre point de la question. Il n'y a pas de problème, on va le retrouver. Alors, avec un discours essentiellement axé sur l'imitation de la consommation, n'êtes-vous pas inaudible? Alors, justement, dans un contexte où les gens doivent faire des arbitrages, puisqu'il y a des contraintes économiques et écologiques, l'écofrugalité est de plus en plus audible. Et ce qui est intéressant avec l'écofrugalité, c'est que ce n'est pas du tout un phénomène franco-français. Vous avez le phénomène d'écofrugal aux États-Unis, vous l'avez un peu partout. Et le mot frugal, on peut le critiquer, mais il faut assumer les choses. Encore une fois, le dernier rapport du GIEC va nous montrer, on va devoir changer de comportement, on va devoir réduire notre impact environnemental. Donc ça, c'est de la frugalité, mais il faut l'assumer. Après, il faut le montrer de manière positive. Le mot en soi, frugalité, d'origine latine, fructus, fruit, c'est la racine du mot fruit, frugalis, sagesse, tempérance. C'est un mot qui ne veut absolument pas dire frustration, résignation ou quoi que ce soit. La frugalité, c'est ni plus ni moins que ce que faisait Épicure, c'est la satisfaction de ses besoins, avec une idée de plaisir, avec une économie de moyens. C'est ça la frugalité. Donc il n'y a pas de frustration derrière. Et encore une fois, c'est une démarche que les gens choisissent. Donc c'est difficile d'être frustré à partir du moment où c'est de son plein gré. Alors, Écolo Bobo, il ne cache pas ses opinions, nous demande, l'éco-frugalité, c'est consommer moins pour gagner plus, en fait. Est-ce que c'est un slogan qui est un peu passé de mode, mais Pourquoi pas, c'est un peu passé de mode, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps. Mais pour gagner plus, oui, pourquoi pas. Si on fait des économies, gagner plus, mais aussi gagner en termes de qualité de vie. Encore une fois, après, la question se pose, comment vous réinvestissez ce surplus budgétaire, monétaire. Si c'est pour aller deux fois par an à l'autre bout du monde, au lieu d'aller une fois, effectivement, c'est pas le but. Le but, c'est de ce surplus monétaire, vous allez le réinvestir, par exemple, dans l'isolation de votre maison. Et là, les petits vont faire encore d'autres petits parce que ça va permettre d'alimenter des investissements utiles pour votre foyer. Une question de Julia. Vous arrive-t-il d'être consulté par des PME qui souhaitent réduire leur consommation dans une démarche environnementale et économique à la fois, mais qui ne savent pas comment faire? Ou est-ce que vous vous adressez plutôt à des particuliers? En fait, ce qui est étonnant, c'est que j'écris ce livre pour le grand public et aujourd'hui, j'ai énormément de demandes de la part d'entreprises, que ce soit pour faire du conseil, de la formation. Dans le livre, il y a 12 chapitres, il y a une partie qui est consacrée à la vie au travail. Et ce qui est important, c'est trop souvent, on cloisonne. D'un côté, vous êtes actionnaire, vous êtes consommateur, vous êtes citoyen. On saucissonne. Et le développement durable, on ne peut pas saucissonner. On est tout ça un peu à la fois, on est tous un peu schizophrènes. Et ce qui est intéressant, c'est que, j'en discutais avec des chefs d'entreprise, les solutions que les gens vont mettre en œuvre chez eux, avec le guide, ils peuvent les transposer en entreprise. Et inversement, par exemple, l'éco-conduite, de plus en plus d'entreprises payent des formations d'éco-conduite à leurs salariés. Et il est clair que si vous commencez à faire de l'éco-conduite, c'est de 15 à 40% des fois d'économie sur le carburant si vous avez une conduite agressive. Et si vous faites de l'éco-conduite avec le véhicule de service, quand vous allez prendre votre véhicule particulier, vous n'êtes pas schizophrène, vous allez continuer à faire la même chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le guide permet de créer des passerelles entre la sphère privée et la sphère publique. Certes, il y a des gens qui sont un peu schizophrènes, mais la plupart d'entre nous, on est relativement rationnels et cohérents, et les bonnes pratiques, on les transporte avec nous. D'accord. Question de Johan. Allez-vous refaire un autre tour de France de l'éco-frugalité? Que retenez-vous de celui que vous avez fait l'été dernier? Ce que je retiens, d'ailleurs, les internautes qui veulent revoir ce tour, en fait, on a fait un documentaire, il est sur YouTube, il s'appelle « Sur la route du livre », et donc vous pouvez le visionner, il fait 58 minutes. J'ai envie de dire, allez voir le documentaire. Oui, c'est plus simple. Mais ce que je retiens, c'est déjà le fait qu'aujourd'hui, ce livre a été auto-édité. Donc je suis allé directement à la rencontre des lecteurs, et les gens apprécient, les gens sont très réceptifs. Le fait qu'on aille les voir sur leur lieu de vacances, au camping, à la plage, un peu partout. Et les gens sont prêts à écouter le discours de l'éco-frugalité. Ça répond aussi encore à la question de l'internaute tout à l'heure. Les gens sont prêts à écouter ce discours. Beaucoup de gens font de l'éco-frugalité déjà sans le savoir. On n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens qui commencent à s'y mettre, il y a des gens qui n'en font pas du tout, et il y a des gens qui en font déjà beaucoup.
Et donc un accueil très positif du public. Et puis aussi de voir, moi j'avais pas fait de Tour de France depuis, c'était mon premier Tour de France. Les choses bougent. Dans les centres urbains, la mobilité douce, tout ça, ça commence vraiment à être une réalité. Il y a une grosse différence. Et une toute dernière question, qu'est-ce que vous attendez à votre participation à la Global Conférence ? Ce que j'attends, c'est de rencontrer des gens avec qui je peux échanger, de permettre au projet, à l'Ecofrugal Project d'aller plus loin. Ce que je voudrais en fait, c'est que, encore une fois, c'est pas un concept franco-français. Ecofrugal, ça se comprend dans toutes les langues. C'est que ce soit repris ailleurs à l'étranger, pour que demain, quand vous ayez l'équivalent d'Ecofrugal en Belgique, en Allemagne, et que chaque pays ait un peu sa feuille de route à la fois économique et écologique pour le grand public. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne conférence. Alors profitez-en bien, faites bien du networking et du buzz. Merci bien. Au revoir. Merci pour votre accueil.